Bienvenue, messieurs, dames, sur la Super Radio Métropolis Lomé, bien sûr, dans l'émission Actu Débat. Actu Débat qui reçoit pour vous tous les vendredis Firmin Teko Agbo, journaliste chroniqueur politique. Actu Débat va recevoir également pour vous ce matin Dr Jean-Emmanuel Gnagnon, donc pour décrypter toujours les grands sujets de l'actualité sociopolitique du pays. Ici au studio, nous sommes, je le disais tantôt, avec Firmin Teko Agbo. Firmin Teko Agbo, bonjour. Bonjour Elie Gokan, merci de m'avoir invité. Merci de toujours accepter décrypter les grands sujets de l'actualité sociopolitique du pays et de l'étranger avec nous ici à la Super Radio Métropolis Lomé. Firmin Teko Agbo, vous permettez donc que nous puissions découvrir la une de certains journaux parus ce matin, dont bien sûr les parutions nous sont parvenues. Nous avons ici Togo réveil de Germain Poli qui écrit Togo, l'impossible retour à la Constitution de 1992. Le charlatan au loup dans 16 heures. La coalition confirme sa peur bleue d'affronter un candidat au fort en 2020. C'est à lire donc à la page 3 dans le même article. Il disait donc que le président du Ghana confie à un proche, c'est comme demander au Barça de ne pas aligner Lionel Messi à l'occasion d'un match important. Confidentiel, le PNP désormais dans l'impossibilité de fournir des marcheurs à la coalition. Le nouveau ministre Antoine Lekpa Begbeni a pris fonction hier, écrit le journal. La manchette bien sûr de ce journal, lisez le cri de cœur d'un jeune producteur togolais. Célébrons la paix et le Togo en marche. Les artistes traditionnels du Togo disent oui à la paix et au Togo uni et prospère. La dépêche écrit l'imbroglio togolais, le dialogue bute sur la boulimie du pouvoir de forme et le maximalisme des leaders du groupe des 14. Crise politique, pas d'apaisement sans la libération de Pacha. Promotion du secteur privé, la cellule climat des affaires de la présidence a entretenu les médias sur les réformes réalisées. L'alternative de Ferdinand Haïté écrit d'évolution monarchique du pouvoir au nom du père et des fils. Affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, menace d'empoisonnement sur les détenus politiques, le dialogue achoppe sur la constitution de 1992. La coalition appelle le peuple à rester mobilisé. À la page 4 du même journal, vous pouvez lire des sous-officiers admis à la retraite rappelés par le pouvoir. L'éveil de la nation de Sam Djokbo écrit ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise. Antoine Begbeni prend les commandes. La presse togolaise en danger, les journalistes Sam Djokbo et Harry Miyao Chao menacés de mort. L'OTM se dit très préoccupé. Dialogue inter-togolais, le journal en parle en écrivant la phase retour se jouera à Lomé. Le mandat social du président Gnassingbé toujours en action. Création des agropoles, source de plus de 25 000 nouveaux emplois. Contre les inondations, le gouvernement prend les dispositions pour protéger les quartiers vulnérables, à lire à la page 5. La lanterne écrit le dialogue constipé, la non-candidature de Faure en 2020, la C14 face à 3 dilemmes. Vous pouvez également lire politique. La C14 se lance dans une charte de transition pour faire un coup d'état civil et intellectuel à Fort Gnassingbé. La C14 reste intraitable sur la C92. Convitation des traités des mafieux autour de Fort qui appuie et encourage la coalition 14. Togo se que prépare à Tchadam en cas d'échec du dialogue. Voilà les grands sujets donc qu'on peut lire ici. On peut lire donc à la une des journaux parus ce matin. Firmin Teko Agbo, revenons avant donc d'avoir en ligne le docteur Jean-Emmanuel Gnagnon pour bien sûr décrypter toujours l'actualité. Firmin Teko Agbo, vous suivez donc de près l'actualité sociopolitique du pays. Le dialogue achoppe, il a écrit bon nombre de journaux sur les questions du retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle et également sur la candidature de Fort Gnassingbé. Firmin Teko Agbo, un petit mot avant d'avoir en ligne donc docteur Jean-Emmanuel Gnagnon. C'est regrettable qu'on puisse toujours personnaliser le débat.
C'est comme on est encore dans les années 90, où on avait fait fixation sur le général Gnassingbé Yadema et maître Joseph Kakouko Figo. Et donc, plus de 27 ans après, on fait fixation sur le fils du général. Et je me demande si on n'est pas en train de remettre encore, de commettre les mêmes erreurs pour encore remettre tout le pouvoir au fils du général. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et pour vous, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais la candidature de Faure Gnassingbé, pensez-vous que cela ne devrait pas être au menu des discussions? On fait la loi pour qui? On fait la loi pour l'intérêt général. Quand on fait la loi, c'est pour l'intérêt général. La loi ne dispose que pour l'avenir. C'est dans les cas exceptionnels, surtout en matière de droit pénal, en matière pénale douce, que la loi est rétroactive. Et même si rétroactivité doit intervenir dans des situations politiques, mais cela doit être mentionné dans la disposition. C'est comme ça, donc il ne faut pas venir inventer des choses qui n'existent pas. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut tenir compte de la généralité de la loi. La loi est générale et impersonnelle. Donc quand on s'assoit pour réfléchir sur l'avenir d'un pays, l'avenir d'une nation, il faut qu'on mette l'intérêt partisans de côté et qu'on mette au centre des préoccupations l'intérêt général et que la loi qu'on aura à faire ou les dispositions qu'on aura à faire tiennent compte beaucoup plus de l'intérêt général et ne soit pas focalisée sur une seule personne. Puisque du jour au lendemain, la personne, elle va partir. La personne va partir, mais l'État, lui, va demeurer. Mais il faut que ce qu'on fait là prennent compte ou tiennent compte de l'intérêt général. Et depuis un moment, depuis 6 mois, on est en train de faire fixation sur le fils du général, la même chose qu'on a fait avec son père. Oui, Firmé, vous permettez, nous avons en ligne, donc je le disais tantôt, docteur Emmanuel Gnagno, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les Togolais. Eh bien, docteur Emmanuel Gnagno, vous le savez très bien, le dialogue en cours chope sur 2 éléments principaux. Il s'agit bien sûr de la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Il s'agit également du retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle. Docteur Emmanuel Gnagno, la C14 appelle donc le peuple à rester mobilisé. Un accord est-il encore possible? Mais écoutez, le débat actuel est un débat qui normalement ne devrait pas poser problème ou alors si nous avons une bonne volonté politique dans ce pays de faire avancer les choses. Vous savez, il est un peu scandaleux quelquefois de considérer que le pouvoir en place n'arrive pas à comprendre que ce qui fait effectivement la quadrature du cercle et du problème togolais, c'est qu'en fait, nous avons une constitution qui était en vigueur, mais qui malheureusement a été toilettée en 2002 et qui aujourd'hui est l'héritage de ce régime. Mais on n'arrive pas à continuer à considérer que ce qui n'est pas à la vérité l'émanation du peuple. Oui, docteur Emmanuel Gnagno, s'il vous plaît, diminuez votre poste récepteur. Ok, c'est bon. Merci, allez-y. Alors, je disais tantôt que la vérité de la question, ou alors de la difficulté de trouver aujourd'hui un accord au Togo, c'est que nous avons un pouvoir en face qui s'obstine. Contre le coup de Monticus à rester au pouvoir Peter Maïkena, sans considérer l'intérêt supérieur de la nation ou alors l'intérêt supérieur du peuple togolais. Il est tout à fait paradoxal parce qu'aujourd'hui, on veut le développement de ce pays, mais au même moment, on soit un handicap, un blocus totalement au développement et ce qu'on peut appeler l'avènement de la démocratie de la langue dans notre pays. Voyez-vous? Donc c'est à ce niveau où le bas blesse. Le président Faure Gnassingbé qui a fait un mandat, et nous ne voulons pas ici rappeler les conditions dans lesquelles il a accédé au pouvoir. Ceux qui se font aujourd'hui les plus éminents légistes, ils ont trop vite oublié 2005. Nous, on ne peut plus rappeler tous ces événements. On sait ce qui s'est passé. Maintenant, ce n'est pas parce que, ce n'est pas lorsque on veut faire la loi réellement que vous allez vous sentir indexé ou alors vous allez vous sentir concerné
des hommes de paix. Si M. Fonya Singbe estime que, en tout cas, malgré le fait d'être passé l'époque de l'histoire pour rentrer dans l'histoire en 2005, il a fait également ce qu'il a pu faire. Mais qu'est-ce qu'un président, un chef d'État ne puisse pas faire en 15 ans? Et que c'est après 15 ans qu'il va le faire? Mais soyons honnêtes dans ce pays. Voilà la réalité. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire en 15 ans et que c'est après 15 ans que vous allez pouvoir le faire? Les Américains pensent bien. Ils ont bien compris la dynamique. C'est pour cela que leur mandat, c'est 4 ans renouvelable. Quand vous faites 8 ans, il est clair que tout ce que vous pouvez faire pour un pays, vous l'auriez déjà fait en 8 ans. Et vous ne pourrez plus répondre aux attentes des nouvelles générations. Aujourd'hui, les jeunes qui avaient 20 ans, lorsque M. Fonya prenait le pouvoir en 2005, aujourd'hui, ils ont couru dans quel âge? Mais les attentes que ces jeunes-là ont, M. Fonya est inapte aujourd'hui à pouvoir répondre à leurs attentes. Mais c'est ça la réalité de la dynamique du développement durable. On ne peut pas penser le développement durable pour notre pays et au même moment, les gens continuent de soutenir une telle, je veux dire, une forme de non-sens. Voilà également cette réalité. C'est pour cela que moi je dis à ceux qui soutiennent une candidature de M. Fonya Singbe en 2020, et là je le dis non pas en tant que politique, je le dis en tant que citoyen. Que tous ceux qui soutiennent la candidature de M. Fonya Singbe pour 2020 n'ont pas compris même la dynamique de ce qu'on appelle le développement durable. Voilà comment il faut considérer les choses. Et donc pour vous, Dr Jean-Emmanuel Niano, retour à la Constitution de 1992 doit avoir pour conséquence directe le départ de Fonya Singbe. Je ne veux pas aujourd'hui dire ici qu'un départ immédiat. Mais le débat, d'autant que le débat aujourd'hui se focalise sur la candidature de M. Fonya Singbe en 2020, mais le retour de la Constitution 92 va peut-être demander que M. Fonya Singbe ait le courage de ne plus se représenter en 2020. Et c'est à ce niveau où se situe le débat. C'est vrai qu'en étant dans l'euphorie des manifestations, etc., et il y a eu quand même des voix qui se sont élevées pour demander le départ immédiat, etc. Mais si aujourd'hui nous voulons aller vers l'apaisement, et si nous voulons aller vers justement une garantie pérenne en termes de démocratie pour notre pays, il est tout à fait clair et nous devons être conséquents avec nous-mêmes que M. Fonya Singbe doit être à la hauteur. Parce que cela va d'ailleurs à son actif et à son honneur. Je veux aujourd'hui, moi en tout cas ce que je souhaite pour la jeunesse togolaise, nous voudrions avoir un président, un ancien président que nous puissions respecter et dont nous puissions raconter l'histoire aux générations futures. Mais ce n'est pas normal que nous puissions avoir un président au lieu de rester un modèle finalement pour nous. C'est vrai, on peut rentrer dans l'histoire d'une manière assez maladroite, mais on peut s'en sortir la tête haute. Voilà ce que nous proposons aujourd'hui au chef de l'État, M. Fonya Singbe, et qu'il puisse comprendre que la jeunesse togolaise dans son ensemble pourrait le soutenir d'une manière ou d'une autre. S'il agit aujourd'hui au nom et en faveur de cette jeunesse-là, s'il dit qu'il quitte le pouvoir en 2020, mais c'est le message et le discours d'apaisement que nous pourrions justement souhaiter entendre de notre chef d'État, M. Fonya Singbe. Docteur Jean-Emmanuel Niano, une dernière question à vous. Au cas où le dialogue échouait, que proposerez-vous? Si le dialogue échoue, cela voudra dire tout simplement qu'on n'a pas voulu que ça réussisse. Et finalement, si ça ne réussit pas, d'abord, c'est une inquiétude généralisée que nous allons vivre dans le pays. Mais notre souhait aujourd'hui, c'est que cela n'échoue pas. Parce que si le dialogue échoue, l'alternative sera que, d'ailleurs même c'est la logique du pouvoir, ils voudront aller à un référendum. Mais notre inquiétude aujourd'hui, c'est que les instances, les structures, les institutions qui s'occupent des directions dans notre pays sont verrouillées. Nous n'avons pas confiance en ces institutions totalement. Compte tenu de tout ce que les expériences que nous avons eues de par le passé, on se demande aujourd'hui, même si nous allons à quelques référendums ou alors si nous allons à des élections dans ce pays actuellement, dans les conditions actuelles où les instances qui s'occupent des élections
Merci à vous, docteur Emmanuel Gnagnon. Merci encore pour cette opportunité. Merci. Eh bien, c'était donc à l'instant docteur Jean-Emmanuel Gnagnon, universitaire qui, bien sûr, analyste politique. Firmin Teko-Agbo, vous l'avez suivi, docteur Emmanuel Gnagnon dit en substance donc, que la candidature de Faure Gnassingbé en 2020, où cette crise pourrait être dénouée si Faure Gnassingbé renonçait à sa candidature en 2020. Le retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle, je le disais tantôt, et également la candidature de Faure Gnassingbé en 2020, voilà les deux points qui achoppent, sur lesquels le dialogue achoppe. Firmin Teko-Agbo, un petit commentaire des propos de Dr Jean-Emmanuel Gnagnon. Docteur Emmanuel Gnagnon, c'est un politicien, n'est-ce pas? Un politicien, oui. C'est un politicien. Il fait partie de FDR, n'est-ce pas? Oui, il est membre de FDR. FDR. Donc c'est un politicien qui a parlé, c'est normal. Donc je comprends sa position. Donc moi je vais essayer de dire un certain nombre de choses par rapport à ça. Mais il a insisté quand même sur l'intérêt général. Oui, vous voyez, c'est un discours politique qu'il a tenu. Donc c'est intéressant ce discours politique. Mais je veux juste intervenir sur un petit truc quand il dit, quand vous lui avez posé la question sur concernant le retour à la Constitution de 1992, version originelle et l'implication directe. Vous savez, les opposants disent on fait un retour et la conséquence immédiate c'est la non-candidature du président togolais en 2020. Donc ça veut dire simplement que on est dans l'imaginaire, il y a une loi qu'on n'a même pas encore faite et donc on se dit déjà, et on applique déjà la loi. La loi même n'existe pas encore et on l'applique. La loi existe. Non. C'est-à-dire la Constitution de 1990, 92 plutôt, existe. Oui, non, on dit il faut qu'on fasse un retour dans l'implication. Donc c'est l'acte au fait. Donc cet acte n'existe pas encore, donc, et on l'applique déjà. Vous comprenez donc, en parlant d'acte, je vous le conseille. Oui, et donc ça n'existe pas et on l'applique directement. Vous savez, quand on fait une loi, je pense qu'on définit vers le bas de la page ou dans toute la disposition, on précise les conditions d'application en fait, bien sûr, de la loi. Donc, on ne connaît même pas encore les conditions d'application, si la loi ou l'acte sera rétroactif ou non, et on l'applique déjà. Donc, sur ce point, c'est intéressant. Donc, l'autre chose que je voudrais aborder, lorsque le docteur Gnagnon dit que Faure Gnassingbé doit partir, qu'il doit renoncer à sa candidature de 2020. Au fait, qui décide cela? Quand il dit le régime a unilatéralement, moi je le dis toujours, le régime a unilatéralement décidé de modifier la Constitution de 1992 en décembre 2002. Oui, le régime l'a fait. Mais est-ce que c'est légal ou pas? En France, il y a des régimes qui viennent et qui modifient unilatéralement. Quand vous voyez la loi Emmanuel Macron, François Hollande, le gouvernement Macron l'a voté unilatéralement, l'a fait adopter unilatéralement avec l'article 449.3, parce que l'Assemblée nationale à l'époque a dit non. Donc on l'a fait adopter par force. C'est pour dire, parce que j'ai dit cette opposition, elle n'a pas à aller sur le terrain du droit. Parce que quand elle va sur le terrain du droit, le régime va toujours la coincer. Et donc pour vous, parler du départ de Faure Gnassingbé ou de sa non-candidature en 2020 ne devait pas être un débat public. Un débat public ou un débat juridique. Non. Quand vous allez sur le terrain du droit, tout le droit protège le régime. Ça doit être une démarche négociationnelle. Une démarche négociationnelle, une démarche beaucoup plus politique, hors caméra. Quand un chef d'État est là, et vous lui dites qu'il doit partir, vous parlez de son départ publiquement, même s'il avait envie de partir, il ne partirait plus. Il ne partirait plus, il ne veut pas subir de la pression. Les gens, j'ai l'impression que cette coalition s'amuse avec les sujets politiques, les sujets sérieux. C'est extraordinaire. Et soit un dialogue où tous les sujets sont permis. Oui, quand on est en dialogue, vous savez, je vais vous dire une chose, peut-être on va en parler. Le dialogue là, on va au dialogue. Le dialogue, est-ce que c'est une instance suprême? Je vous pose une question. Le dialogue n'est pas une instance suprême, disons institutionnelle. Le dialogue a quelle légitimité? C'est la première question qu'il faut se poser.
M. Boka. Tout ce qui sera décidé à ce dialogue doit forcément passer par peut-être l'Assemblée L'Assemblée nationale ou par référendum. promulgué par le chef de l'État. Oui, ce dialogue, donc s'il y a des décisions qui ont été prises dans ce dialogue, on doit vérifier, étudier la constitutionnalité des décisions. Pour que ce dialogue-là n'aille pas en contradiction avec la loi qui régisse le pays. Ça, c'est également Donc, un autre élément. Oui, un autre élément. Le dialogue a quelle légitimité? Est-ce que vous avez vu le président de la République prendre un décret ou dans ce pays pour dire oh, on reconnaît le dialogue? Le dialogue, je ne vais pas revenir, je ne vais pas toucher ce débat. Le chef de l'État n'a même pas pris de décret. Le chef de l'État a pris un décret. Mais c'est pour dire, ceux-là qui pour annoncer le dialogue. Pour annoncer le dialogue. Est-ce que vous avez vu un acte réglementaire parlant de ce dialogue? Le dialogue a quelle légitimité? Donc les gens vont se réunir quelque part et vont dire, à partir d'aujourd'hui, il y a 7 membres de UNIR, 7 membres de la coalition, donc 7 membres du parti au pouvoir, 7 membres de la coalition, donc vont se réunir dans une salle et vont dire, vous savez, à partir d'aujourd'hui, Fonya Singwe, nous prenons cet appel, 14 Togolais vont se rassembler quelque part pour dire, à partir d'aujourd'hui, nous décidons, Fonya Singwe, président de la République du Togo, ne sera pas candidat en 2020. Et ils vont aller montrer ça au chef de l'État. Et le chef de l'État va accepter. Mais écoutez, soyez sérieux avec ce qui se passe. Dans un simple accord, 14 Togolais vont se réunir avec un étranger et donc vont signer. Et on va aller montrer ça au chef de l'État. Et le chef de l'État va accepter. Parmi ces 14 membres, il y a des représentants du chef de l'État, du gouvernement. Du gouvernement, oui, maintenant ils vont prendre ça. Maintenant, ce texte-là qu'on va prendre, mais ça aura quelle légitimité? Quand on va dire, alors que ce qui est fondamental, la constitution actuelle, toutes les lois reconnaissent que Fonya Singbe est le président de la République. Et la constitution actuelle autorise encore Fonya Singbe à être candidat en 2020. Donc, si le pouvoir sort gagnant quand nous sommes sur un terrain juridique. Sur un terrain juridique. Donc, ces 14 Togolais vont signer un accord, ils vont aller présenter ça au chef de l'État. Et donc, le chef de l'État va accepter. Mais il va accepter, mais il va dire non. Puisque la loi qui m'a permis de venir ici me permet encore de faire un mandat de plus. Si nous voulons aller sur le terrain du droit, faisons attention, extrêmement attention. Mais Tekoagbo, ici, tout le monde le sait, nous sommes en crise, et donc c'est cette crise qui a obligé donc, à aller à un dialogue. Qu'est-ce que vous appelez crise? Même si vous ne voulez pas qu'on l'appelle crise, nous sommes en difficulté de fonctionnement. On serait dans une crise où les institutions ne fonctionneraient plus, où les gens n'auront plus le boulot, où il y aura des situations difficiles un partout, où on serait dans une circonstance exceptionnelle. À circonstance exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous sommes dans quelle circonstance exceptionnelle au Togo aujourd'hui? Il y a des gens qui manifestent dans la rue, mais juridiquement, nous ne sommes pas dans des circonstances exceptionnelles. La Constitution n'est pas suspendue. L'application de la Constitution togolaise n'est pas suspendue. Donc il y a des Togolais qui vont se retrouver dans une salle et ils vont décider Fonya Singbe. Et maintenant, quand on va montrer ça à Fonya Singbe va aller dire quoi à ses officiers? Écoutez, quand on parle de la gestion de l'État, faisons attention. Fonya Singbe, lui, va aller dire quoi à ses officiers? Vous savez, dans un État, le président de la République, il est le chef suprême des armées. Et l'armée respecte le pouvoir qui est en place, obligatoirement. Dans tous les pays au monde, les grandes décisions de la vie de toute une nation sont prises en concert avec l'armée. Puisque c'est l'armée qui assure la sécurité présidentielle, puisque c'est la défense, c'est l'armée qui gère la stabilité du pays, c'est l'armée qui gère la stabilité des institutions. C'est l'armée qui aide le président de la République à mettre en œuvre, à faire exécuter les lois de la République. Pour qu'il n'y ait pas d'instabilité dans le pays. Dans tous les pays au monde, toutes les grandes décisions se prennent avec... Je n'aime pas dire ça, mais toutes les grandes décisions se prennent avec l'armée. Quand les gens disent, l'armée dit à Fonya Singbe, mais écoutez, écoutez bien, même si Fonya Singbe lui-même dit, je ne vais plus être candidat en 2020, l'armée, un peu d'autres paramètres que je vais citer tout à l'heure, l'armée peut lui dire, vous êtes notre chef. Vous savez, c'est avec vous que nous sommes en train de mener telle opération. Pour le moment, nous avons besoin de vous, puisque la loi même vous protège. Mais regardez par exemple, si on vient avec cet accord que les Togolais vont décider, les Togolais,
quelle légitimité même d'ailleurs, qui vont dire, Fonia Singbe, donc on ne veut plus que tu sois candidat. Mais l'armée va prendre cet argent, l'armée va dire, mais c'est un coup d'État ou quoi? C'est la première question que l'armée va poser au chef d'État. Puisque l'armée veille sur le président de la République constitutionnellement. Et maintenant, quand il y a un acte qui est contraire à la Constitution, mais l'armée va se dire, mais il y a de l'illégalité. Et l'armée va dire non, ça ne peut pas passer. Votre démonstration voudrait amener, donc, à savoir, voudrait amener les acteurs politiques à aller sur un terrain de négociation, c'est ça? Aller sur un terrain de négociation et à ne rien négliger. Parce que pour le moment, ce dialogue-là n'a aucune légitimité pour obliger Fonia Singbe à ne pas être candidat en 2020. Ce dialogue n'a aucune légitimité. Si ce qu'on peut faire, c'est on discute à ce dialogue-là, on trouve un terrain d'entente, et si les dispositions sont constitutionnelles, on va à l'Assemblée nationale pour l'adopter, ou on va devant le peuple pour permettre au peuple de l'adopter. Mais on ne peut pas aller à ce dialogue, dans une salle, et venir sortir un accord pour obliger Fonia Singbe à l'appliquer. Les lois qui régissent ce pays, en tout cas, la loi fondamentale qui régit ce pays, oblige ou autorise encore Fonia Singbe à être candidat en 2020. Si l'opposition veut que Fonia Singbe ne soit plus candidat en 2020, ce ne sera pas quelque chose qui va être dit publiquement, mais ce sera quelque chose qui sera dit dans les coulisses avec les représentants peut-être de l'armée, le chef de l'État, les chancelleries, les religieux, hors caméra, comme les Mandela l'ont fait. Mais là, parler d'un président là, et vous lui dites, vous devez quitter, vous voulez faire coup d'État ou quoi? Mais vous prenez un accord et vous allez le faire. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Regardez, c'est Maître Agbouibo qui a dit ceci. Et ce qu'il a dit, c'est grave. Regardez. C'était en octobre ou novembre dernier, à l'hôtel 2 février. C'est Maître Agbouibo qui dit devant la presse, lorsqu'on organisait le colloque sur les 25 ans de la Constitution nationale, de la Constitution togolaise, et on parlait de ce retour-là, et les juristes se sont prononcés, et Maître Agbouibo qui prend la parole, il est là, vous pourrez aller lui demander. Il dit, à la veille des législatives de 1994, lui, Maître Agbouibo et Edem Kodjo, ils sont allés chez un prêtre. Après, ils ont signé un accord qu'ils ont allé présenter au général Eyadema en lui disant, oui, monsieur mon général, donc si au résultat, ou après les résultats des législatives, si les résultats viennent comme ça, c'est moi qui serai Premier ministre, ou c'est Edem Kodjo qui serai Premier ministre, et celui-là qui sera Premier ministre, si un d'entre nous est Premier ministre, l'autre sera président de l'Assemblée nationale. Maintenant, ils ont présenté l'accord au général. Et vous savez ce que le général a dit? Monsieur Bouka, écoutez très bien. C'est Maître Agbouibo qui l'a dit, publiquement, devant la presse. Le général Eyadema leur dit, vous savez, il y a la Constitution. Et vous voulez que et vous me présentez un accord. Vous voulez que j'aille dire quoi à mes officiers? C'est ce que le général Eyadema avait dit. Maître Agbouibo est là. Allez lui poser la question. Il a dit ça en novembre 2017, devant la presse, devant des caméras, devant des juristes étrangers. Et il dit, Edem Kodjo et lui, Agbouibo, étaient venus chez Eyadema avec un accord, en disant que si les résultats des législatives prochaines s'affichent ainsi, soit Edem Kodjo est Premier ministre et lui, Maître Agbouibo, il est président de l'Assemblée nationale, soit lui, Maître Agbouibo, est président de l'Assemblée nationale et est Premier ministre et Edem Kodjo est président de l'Assemblée nationale. Et le général Eyadema prend cet accord et il dit, il y a cet accord, mais il y a la Constitution et vous voulez que j'aille dire quoi à mes officiers? Vous savez, ceux-là qui disent que Fonia Singbe, que l'armée le dit, qu'ainsi de suite, on ne peut pas faire la politique sans l'armée. Si Fonia Singbe lui-même dit aujourd'hui qu'il ne va pas être candidat en 2020, l'armée peut lui dire non, monsieur, vous savez, tout d'abord, la Constitution vous protège. De deux, nous avons besoin de vous pour assurer la stabilité au Togo et dans la région. La communauté internationale, la France, les États-Unis, l'Union européenne peuvent lui dire, monsieur, pour le moment, on a besoin de vous. Quelle garantie vous avez? Parce que c'est avec vous que nous assurons la sécurité présidentielle. En Côte d'Ivoire, c'est avec vous que nous assurons la sécurité au Mali, c'est avec vous que nous assurons, vous êtes un pilier pour le G5 Sahel. Il y a trop de paramètres. Donc, que les gens arrêtent de s'amuser avec ce qu'on appelle État.
On les blétogovio. On les blétogovio, M. Goka. On les blétogovio. La gestion d'un État, ce n'est pas de la place. Ça ne se discute pas publiquement comme ça. Ça ne se discute pas publiquement comme ça. On les blétogovio. On veut révolter ce peuple-là. Et le régime est prêt à répondre. Il faut que les gens respectent les règles qui régissent le pays. Et si on veut que Fonya Singbe ne soit plus candidat, qu'on aille le voir dans les coulisses, hors caméra, qu'on ne peut pas décider du sort d'un chef de l'État, que la loi protège publiquement comme ça. Et tu vas dire, non, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Ils étaient où? Monsieur Nyamou a parlé de 2005. Je ne vais pas le répliquer. Mais puisque les gens parlent de 2005, vous savez, au lendemain du décès du général président Gnassingbé Yadema, il y a des gens qui ont dit, parce que juste après le décès, il y a l'intérim qui a organisé les élections les 2 mois qui suivent. Il y a des gens qui ont dit, les Gikris Olympio, les Francis Ekon, et d'autres ont dit non. On ne peut pas organiser cette élection-là. Parce que si on organise cette élection, le régime a encore tout pour tout gagner. Ce n'est pas possible d'organiser les élections. Le mieux, c'est qu'on aille à une transition. Les Jean-Pierre Fabre, les Patrick Lawson et d'autres ont dit non, on doit aller à cette élection. Et l'opposition a dit oui, on va à l'élection. Et on a choisi un candidat unique, Boba Kitare. Un vieux, près de 80 ans, face à un jeune de 39 ans. Déjà, il y a un problème. À la veille des élections, nous sommes dans la nuit de jeudi 21 avril au vendredi 22 avril. François Akila et Sobokon convoquent la presse cette nuit-là. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a proposé aux Togolais. Ce qui se passe c'est ce qu'il dit, va être suicidaire pour l'avenir de ce pays. Ce que lui, François Akila et Sobokon propose, c'est qu'il y ait une transition d'un an ou de 2 ans et que le Premier ministre soit issu de l'opposition. Et pour qu'on puisse préparer le pays, qu'on puisse préparer la transition pour tomber sur la voie démocratique. Celui-là qui prépare les élections, qui était le chef de l'administration territoriale. Ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, ministre de l'administration territoriale, le patron des élections. Il a dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Il a dit, l'opposition qui disait qu'il y avait peut-être il y aura faute, l'opposition a accepté d'aller à cette élection. Avec quelle garantie? Avec quelle garantie? Oh, celui-là, le gouvernement, le patron de ce gouvernement, c'est-à-dire qui organisait les élections. Qui a la machine électorale. Qui a la machine électorale. La gestion de la machine électorale. La gestion de la machine électorale. Propose donc une solution transitoire. On les blétogovieux, il faut qu'on dise la vérité aux Togolais. Ce sont les opposants eux-mêmes qui sont complices de tout ce qui se passe. Il faut qu'on dise la vérité aux Togolais. Si les gens sont morts en 2005, les opposants sont complices. Celui-là qui gérait la machine électorale a dit, du RPT a dit non. On ne doit pas aller aux élections. Parce que ce qui arrive, ce soit suicidaire pour ce pays. Opposant, parti, non, n'allez pas à cette élection-là. Il a dit ça sur RFI. Il a appelé les journalistes de RFI dans la nuit profonde. Et vous savez, à l'époque, c'était Olivier Roger. Les gens oublient, moi je n'oublie pas. Les gens oublient. Vous avez une mémoire d'éléphant. Les gens oublient. Vous savez ce que Olivier Roger a dit ce matin de vendredi 22 avril sur RFI à 5h30. Il a dit quand François Akila l'a appelé, il a dit c'était la nuit profonde. Parce qu'à l'époque, Olivier Roger était logé à Sarakawa. J'étais très jeune. Et quand le ministre l'a appelé, le ministre Akila l'a appelé, il dit, monsieur le ministre, pourquoi vous m'appelez à une heure tardive? Et Akila lui répond, vous savez, c'est pour les derniers réglages du scrutin. C'est pour les derniers réglages du scrutin. Et c'était pour le convaincre, pour qu'il vienne à la conférence de presse. C'était un truc qui était bien préparé. Et il vient à la conférence de presse et on dit non, opposants n'allaient pas à cette élection-là. Les opposants ont accepté. Alors qu'ils n'avaient aucune garantie, ils savaient que le régime allait gagner et que le régime était prêt à conserver son pouvoir. Ces opposants l'avaient accepté. Et à l'époque, ils disaient que Fonya Singbe a commis un crime imprescriptible. Celui qui organise les élections dit n'allez pas à cette élection. Face à celui-là que vous accusez, qu'il a d'avoir commis un crime imprescriptible, vous acceptez avec garantie zéro, aller à cette élection-là, et maintenant vous avez cette élection, puisque vous n'avez aucune garantie. Après vous dites que vous criez sur les médias qu'on vous a volé, alors que vous saviez qu'on allait vous voler. Et pendant cette période transitoire, beaucoup de choses pourraient se préparer. On pourrait donc garantir une certaine transparence, une certaine équitabilité du scrutin à venir. Regardez, on dit 1 an ou 2 ans pour relancer le pays sur la voie de la démocratie. Les opposants
que vous voyez aujourd'hui ont accepté aller à cette élection. Et à l'époque, les opposants togolais avaient donc tout le soutien de la communauté internationale. À l'époque, ces opposants, s'ils avaient dit à l'époque qu'ils n'allaient pas aller à cette élection, c'est fini, on n'allait plus organiser les élections. François Kilaiso-Boko l'a dit, non, on n'allait pas à ces élections, ça va être suicidaire pour ce pays. Et regarde, les opposants ont accepté d'aller à cette élection. Et on a tué des Togolais. On a tué plus de 500 morts selon le rapport des Nations Unies. Et aujourd'hui, il vient crier que le Fonds Nyasingbe a commis un crime imprescriptible. C'est vous, M. Goua, qui êtes allé à cette élection avec le Fonds Nyasingbe. Ils ne savaient pas à l'époque que le Fonds Nyasingbe avait commis un crime imprescriptible pour valider sa candidature, pour légitimer sa candidature. En participant à cette élection. Ils étaient où? Si les Togolais sont morts en 2005, ces opposants-là sont complices. Parce qu'ils pouvaient éviter ça. Celui qui organisait les élections, membre du gouvernement, a dit n'allez pas à cette élection. Ils ont accepté. Ils sont complices de la mort de ces 500 Togolais qui ne parlent pas de 2005 aujourd'hui. Firmé Teko, nous allons baisser un peu le temps. Oui, moi je ne suis pas fâché. Mais j'ai observé un certain nombre de choses. Et j'ai compris à un moment donné que ceux-là qui contribuent à l'enracinement de ce régime, ils sont ces opposants-là. Eh bien, Firmé Teko Agbo, je le disais tantôt, le dialogue achoppe donc sur le retour à la Constitution de 1992, la candidature de Fonds Nyasingbe en 2020. Et là, tout ce qu'on peut retenir d'une rencontre avec la presse hier, d'une rencontre de la coalition 14 avec la presse, c'est que, encore la coalition des 14, le gouvernement n'a pris bien sûr aucune mesure d'apaisement jusqu'au 19 février dernier. Il a fallu l'intervention du président ghanéen pour que le régime se révolte à libérer 41 personnes détenus, dont 6 emprisonnés dans le cadre des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. Toutefois, la délégation de la coalition a fait une concession en permettant aux discussions, nonobstant les mesures d'apaisement qui ne sont pas satisfaites, d'aborder la question cruciale qu'est le retour à la Constitution de 1992. Et c'est justement sur cette question que le blocage était intervenu le vendredi 23 février dernier. Blocage, la coalition 14 appelle le peuple à rester mobilisé. Et Mme Brigitte Adjamagbo l'a bien dit, si il n'y a pas retour à la Constitution de 1992, la rue se chargera de finir avec ce régime. On appelle donc à la rue, au peuple togolais, donc de rester mobilisé contre le régime de Fonds Nyasingbe. Oui, vous savez, non, venant de Mme Adjamagbo, non, je ne veux pas croire. Oui, je ne veux pas croire parce que je trouve Mme Adjamagbo... Elle est la représentante de la coalition 14. Oui, je trouve Mme Adjamagbo, Brigitte Adjamagbo, très méthodique au fait. Et donc, le parti qu'elle a toujours représenté n'est pas trop dans la logique de la rue. Donc, je la trouve trop méthodique. Parce que quand vous prenez Mme Adjamagbo seule... la CDP a été aux premières heures de la démocratie. De la démocratie. Donc, la rue, ce n'est pas trop... la méthode de la CDPA. Puisque la CDPA, c'est un parti qui a toujours été très pragmatique, un parti visionnaire en ce qui concerne... Qui faisait beaucoup de propositions. Qui faisait beaucoup de propositions. Donc, je ne veux pas croire que Mme Adjamagbo... On l'appelait dans le temps le parti des cadres. Le parti des cadres. Et Mme Adjamagbo appelait à la rue, non. Même si c'est ça, je ne veux pas croire parce que elle a toujours été méthodique, je connais très bien. Mme Adjamagbo, je l'ai interviewée plusieurs fois, elle me connaît très bien. Donc c'est une dame dont j'admire l'intelligence, dont j'admire la méthode, puisque c'est une enseignante, quand elle vous parle, elle essaie toujours de vous convaincre avec des arguments solides. Mais je comprends un peu, je peux comprendre un peu sa dernière position là, parce que elle fait amitié avec les radicaux, donc on dit souvent que entre guillemets, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais aussi, l'autre aspect qu'il faut soulever, c'est que nous sommes à quelques heures des élections. Donc, Mme Adjamagbo, peut-être, elle veut exister un peu. Elle sait que c'est le radicalisme qui paye un peu au niveau des élections. Donc, elle veut aller... elle veut avoir peut-être quelques sièges au niveau des locales ou au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce que je peux dire aussi par rapport à Mme Adjamagbo, c'est que c'est une dame avec qui on peut négocier. C'est une dame avec qui on peut négocier. Parce que quand on prend Mme Adjamagbo, on peut négocier avec elle. Mais le problème, c'est que quand vous avez Jean-Pierre Fabre dans une délégation, vous ne pouvez pas bien négocier. Vous ne pouvez pas bien négocier parce que Fabre a son mot. Non.
non à tout. Pensez-vous que Fabre influence largement cette coalition? Oui, c'est Fabre, mais la position de la coalition, c'est la position de Jean-Pierre Fabre. C'est-à-dire, nous sommes dans une posture aujourd'hui au Togo, c'est-à-dire, si vous êtes opposant, vous ne pouvez rien faire sans Jean-Pierre Fabre et vous ne pouvez rien faire avec lui non plus. Ce n'est pas possible. Donc, si la coalition a toujours Jean-Pierre Fabre au sein de cette délégation, ils ne pourront rien obtenir parce que le chef de file de l'opposition, avec tout le respect que nous devons, n'est pas là pour avoir une quelconque concession que ce soit. Les Togolais doivent comprendre que nous sommes à un moment où il faut arriver à négocier. Quand on parle de la rue, maintenant je vais aborder le sujet. Quand on parle de la rue, les Togolais doivent comprendre quelque chose. Vous savez, que les jeunes Togolais m'écoutent. Quand on parle de la rue, qui paye beaucoup le lourd tribut, c'est la population. Prenons l'exemple des 6 derniers mois. Les Togolais ont marché. Le pays a perdu. C'est un droit constitutionnel quand même, marché, oui, c'est un droit constitutionnel. Oui, mais l'initiative peut être contrôlée. L'initiative et la mise en œuvre de ce droit constitutionnel peut être contrôlée, mesurée. On a marché pendant 6 mois, n'est-ce pas? Maintenant, qui a beaucoup plus perdu? Le pays a perdu 40% des recettes fiscales. Les gens ont vu leurs marchandises détruites, pourries. Les petites affaires n'ont plus marché jusqu'en décembre. Les gens ont beaucoup souffert. Mais qui ont beaucoup plus gagné? Le régime a 5 milliards, et a ses champagnes, et a ses cartons de vin. L'autre partie qui a beaucoup plus gagné, c'est l'opposition. Parce que ça leur a permis de voyager, d'avoir des pertes d'IM, et ainsi de suite. Vous savez, la crise profite beaucoup plus aux acteurs. Donc les Togolais doivent savoir, ceux-là qui marchent, doivent savoir au fait que ce sont eux qui perdent beaucoup plus. Que les gens ne disent pas. Vous allez que ces acteurs prennent ces acteurs, je veux parler de ceux de l'opposition, prennent des perdièmes au cours de leur voyage. Au cours de leur voyage. D'entretien avec les facilitateurs. Oui, à Accra, Paris, en Guinée. Oui, je suis pas en train de raconter des contre-vérités. Quand vous allez à des négociations comme ça, il y a des malades qui circulent. C'est ça la politique, c'est ça la diplomatie. Donc, ceux-là qui ont beaucoup plus gagné, c'est ces acteurs-là qui ont beaucoup plus gagné pendant cette crise. Donc la crise profite beaucoup plus aux acteurs. Mais la population doit savoir qu'elle est en train d'être instrumentalisée. Les jeunes qui m'écoutent, c'est vous qui perdez. Parce que vous allez marcher. Je vous donne encore un exemple. 2010-2014, les Togolais ont marché. À l'époque, les Jean-Pierre Fabre, Patrick Lons, avaient été renvoyés de l'Assemblée nationale. Les Togolais ont marché pour que les Fabre, ce qu'on leur devait pendant ces années-là, en tant que députés, leur soit versé. Ils ont marché, la CEDEAO leur a donné raison. Les Fabre ont eu leur sous. Les Togolais ont gagné combien dedans? Donc, si les Togolais veulent continuer par marcher pour enrichir les acteurs, donc ils continuent de marcher. Mais l'autre problème aussi qu'ils doivent savoir, c'est que quand ils marchent, eux, ils ne sont pas protégés. Ceux-là qui sont beaucoup plus protégés sont les dirigeants, c'est-à-dire ceux-là qui organisent les manifestations. Vous savez, quand on... Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile met toujours ses agents donc, pour la sécurité des manifestants filmés. Non, écoutez, ceux-là qui sont beaucoup plus protégés, ce sont les organisations de manifestations. Quand vous arrivez peut-être à Décombena et vous êtes organisateur de manifestation, vous êtes responsable. Et si vous ne voulez pas partir, mais les responsables sécuritaires du pays vont vous appeler. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Puis vous êtes le patron de l'organisation, vous allez dire, ok, vous vous retirez. C'est vous qu'on appelle. On n'appelle pas les manifestants. Les manifestants, ils sont tellement dans l'euphorie, ils ne vont pas vouloir partir. Vous allez vous retirer. Et on va tirer les gaz, la commission sur qui? Sur les manifestants. On va arrêter les manifestants, on va blesser les manifestants et des gens meurent. Donc les agents de sécurité les avertissent toujours. On les avertit toujours. C'est-à-dire, quand vous venez, quand vous arrivez quelque part, mais l'autorité vous appelle, vous dit non, vous êtes en train de violer notre accord. L'autorité vous appelle parce que l'autorité ne veut pas, parce qu'on protège beaucoup plus les opposants. Les opposants sont beaucoup plus protégés que quiconque. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Parce que le pays ne veut pas avoir des problèmes, le gouvernement ne veut pas avoir des problèmes avec la communauté internationale pour dire qu'on a blessé tel opposant, on a blessé, on a tué tel. Non. Ceux-là qui sont beaucoup plus protégés dans les manifestations, ce sont les opposants, ce sont les organisateurs. Quand vous arrivez à un point et que vous voulez violer l'accord qui a été signé entre vous et l'autorité gouvernementale, il y a grabuge. L'autorité vous appelle, vous dit non, monsieur, vous êtes en train de violer notre accord. Et maintenant, les organisateurs se retirent, le peuple dans l'euphorie va dire non, on va pas tirer. On va tirer les gaz de la commission. On va bastonner les gens. Est-ce que ce sont les organisateurs qu'on punit ou ce sont les organisateurs qu'on arrête? On a arrêté
pendant ces 6 mois, on a arrêté des Togolais. Des gens ont fait la prison. Est-ce que vous avez vu Mme Adjamagba en prison? Vous avez vu Jean-Pierre Fabre en prison? Vous avez vu Jean-Pierre Fabre bastonné? Les gens sont morts. Jean-Pierre Fabre est toujours vivant, non? Ce sont les Togolais eux-mêmes qu'on appelle à manifester, qui pètent beaucoup plus. Donc si les gens se chauffent encore en disant on va manifester, on va marcher, vous allez marcher. Des gens sont morts. Il n'est pas trop. 500 Togolais sont morts en 2005. Rien n'a changé. Les Togolais, des centaines de Togolais sont morts dans les années 90. Ou des dizaines de Togolais sont morts dans les années 90. Rien n'a changé. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas une question de... Les gens meurent, mais ça ne change rien. À Médeka, il y a trop, il y a deux viti, il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne. Et la terre a tremblé. Et la terre a tremblé. Que les gens ne disent pas que quand nous, on va mourir, quand nous, on va marcher, quelque chose va changer. Rien. Thomas Sankara est mort. Rien n'a changé. Lumumba est mort. Rien n'a changé. Plus de 300 millions de Syriens sont morts. Bachar al-Assad sur place. Rien n'a changé. La Syrie est là. Rien n'a changé. Les gens veulent mourir pour construire le Togo ou ils veulent vivre pour construire le Togo. Si vous voulez vivre... Voilà une très belle question. Les gens veulent mourir pour construire le Togo ou veulent vivre pour construire le Togo. Si vous voulez construire le Togo, la meilleure méthode, c'est la négociation, c'est la paix et le développement. Donc si les gens veulent vivre pour construire le Togo, il faut qu'ils fassent abstraction de leur radicalisme pour dire non, ça va changer, rien ne va changer. Mandela a choisi la voie de la négociation et il est resté vivant. Il a vu le changement en Afrique du Sud. Il a vu les Sud-Africains se réconcilier. Il a été président et il est mort le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Vous voulez rester vivant ou vous voulez mourir pour construire le Togo? Il est resté vivant, ce monsieur, avant de construire. Et quand il est mort, vous savez ce qu'il a écrit sur sa tombe? Il dit, on a écrit sur sa tombe, allez vérifier. Ici repose un homme qui a simplement fait son devoir. Son travail, c'est ça son devoir. Eh bien, Firmin Teko Agbo, vous insistez sur des démarches négociationnelles donc pour résoudre cette crise qui est beaucoup plus politique selon votre analyse. Firmin Teko Agbo, est-ce que le pouvoir uni est réceptif à ce dialogue? Est-ce que ce pouvoir est réceptif à un compromis, à une négociation? Parce que c'est l'autre revers quand même. Oui, tout pouvoir a été aussi braqué soit-il, accepte toujours quelque chose. Aussi braqué soit-il. Mais si vous ne voulez pas le braquer, parce que c'est les discours en fait qui braquent le pouvoir. Vous savez, il y a des gens au sein du régime qui sont fatigués du règne de Gnassingbé. Il y a des gens au sein de ce régime qui ont cru à un moment donné, à peu près après le 19, que c'était fini pour le régime. Il y a des gens au sein de ce régime qui ont aussi soif de la tenance. Moi, j'ai soif de la tenance. Mais il faut de la méthode pour ne pas tomber dans le chaos. Il faut de la méthode. Parlait d'alternance politique pacifique. Alternance politique pacifique. Ce n'est pas parce que le gars, son papa a fait 38 ans, et lui, il a fait 3 mandats, et donc il doit quitter la scène. Non, il faut de la méthode. Il faut de la méthode pour l'amener à partir. Il faut de la méthode. Si les gens veulent que les choses changent, qu'ils optent pour la voie négociationnelle. Mais maintenant, proposez d'abord, quand vous aurez fini de proposer et que vous aurez déjà entretenu les démarches de coulisses et tout ça, et que le régime n'aura pas accepté, vous venez dire à la presse publiquement que le régime là ne veut rien, tout ça. Au moins, je sais que, vous savez pourquoi le régime est en train de faire les élections locales? Bon, c'est mon analyse, hein. Vous savez. De se préparer pour les élections. Le régime se prépare, vous savez pourquoi? Parce que le régime, à un moment donné, a compris qu'il ne peut pas tout faire. Et qu'il a besoin des autres Togolais pour gérer le pays. Parce que après, c'est quand le régime se dit non, nous avons échoué. Et donc, on a besoin de jeunes, des talents au niveau de toutes les préfectures pour que ces jeunes-là puissent contribuer au développement de leur localité. Le régime se rend compte que non, en 50 ans, on ne peut pas tout faire. Mais on a besoin des autres Togolais. Le régime réfléchit. Mais l'opposition ne veut être toujours dans sa dynamique radicale. Firmin Teko Agbo, retour à la Constitution de 1992. Dans une chronique, vous révélez donc que la coalition 14 n'est pas arrivée donc à proposer un mécanisme. À la conférence donc hier, Jean Kissi a dit tout simplement il y a bel et bien plusieurs mécanismes pour le retour à la Constitution de 1992. La coalition ne saurait donner un accord pour un 4e mandat à Faure Gnassingbé. Et le professeur il propose donc par un acte simple à aller très rapidement donc au retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle. Oui, monsieur Goka, quand il dit que la Constitution n'est pas prête pour s'accorder un 4e mandat à Faure Gnassingbé, ils ont quelle légitimité?
C'est là où je vais revenir sur ça. Quand la coalition dit la majorité des Togolais, quelle majorité des Togolais on a dit qu'ils ne veulent pas de Faure Gnassingbé candidat en 2020? Quelle majorité des Togolais? Est-ce qu'ils ont fait un référendum et ils ont soumis cette question au peuple et le peuple a dit, au moins à 51%, a dit on ne veut plus de Faure Gnassingbé en 2020? Quelle majorité? C'est la majorité qui est au pouvoir. Écoutez, c'est à mettre... Qu'elle soit légitime ou pas. Qu'elle soit légitime ou pas. C'est cette majorité. C'est cette majorité. Et de plus, c'est le CAP 2015 qui a légitimé Faure Gnassingbé. C'est Antoine Folly, ça me paraît bizarre quand Antoine Folly parle aujourd'hui. Antoine Folly, professeur Olou, Jean-Pierre Fabre, Patrick Lawson, ce sont eux qui ont légitimé Faure en 2015. Ce sont eux qui ont légitimé Faure et ils n'ont pas été à même de prouver les résultats contraires. Ils n'ont pas été à même de dire Faure Gnassingbé n'a pas gagné. Ils n'ont pas prouvé ça. Ils ne l'ont pas prouvé. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit, mais ils ne l'ont pas prouvé. Donc, nous sommes légalistes. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, la majorité des Togolais l'a voté, il est président. Donc, quand il dit majorité, quel peuple? Parce que, écoutez, il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a des Togolais, une partie des Togolais, peut-être leurs militants, disent qu'ils ne veulent plus de Faure Gnassingbé en 2020. Mais et l'autre partie des Togolais, est-ce que l'autre partie s'est prononcée? Est-ce que l'autre partie des Togolais s'est prononcée en disant on ne veut plus de Faure Gnassingbé en 2020, qu'ils n'aillent pas sur le terrain de droit là, qu'ils oublient ça? Parce que le régime va toujours les coincer. Ils ont quelle légitimité pour imposer, pour dire à Faure Gnassingbé ne soit plus candidat? 14 Togolais vont dire Faure Gnassingbé ne soit plus candidat. Parlant du mécanisme. Parlant du mécanisme. Le professeur Olou a répondu. Il y a un mécanisme. Par un acte simple, on peut donc revenir très rapidement à la Constitution de 1992 dans sa version originelle. Monsieur, le professeur Olou, il a été mon professeur de droit. Oui. C'est quelqu'un pour qui j'ai une certaine admiration. C'est presque un ami. C'est presque un ami. C'est un grand juriste, il est très bon. Mais il est privatiste. C'est le problème là. Quand on lui a posé la question même dans la salle, il a dit qu'il n'est pas spécialiste du droit public. Qu'il n'est pas spécialiste de la question constitutionnelle. Donc, sur ce point, le débat est faussé. Donc, M. Olou ne peut pas véritablement se prononcer sur la question constitutionnelle. Il ne peut pas. Parce que ce sont les juristes publicistes qui peuvent se prononcer là-dessus. Et je savais qu'il allait répondre. Quand j'ai parlé de mariage putatif, c'est lui qui m'a enseigné le mariage putatif en première année de droit, en droit de la famille. Moi également. Oui, il m'a fait le droit des contrats aussi. C'est quelqu'un qui est très bon. Mais dans le droit, en droit privé. Mais en droit public, M. Olou ne peut pas. Il ne peut pas, dans la mesure, c'est une question qu'il n'a pas profondément étudiée. Quand il parle d'actes simples, et c'est ce que je disais en début d'émission, que donc, on va aller prendre eux, ils vont s'asseoir, il dit un simple accord qui va être signé par les deux parties. Donc, eux, ils vont se retrouver dans cette salle-là, ils vont signer un accord. Cet accord-là, monsieur, je réponds, monsieur Lou, cet accord-là aura quelle légitimité? On a quel fondement juridique? Donc, on va venir brandir cet accord-là et on va dire, OK, bon, à partir d'aujourd'hui, on retourne à la Constitution de 92. Ce n'est pas possible. Cet accord ne sera pas possible. Ce qui serait possible, et c'est avec ça que nous avons pris cette émission, ce qui serait possible, que les opposants oublient le retour à la Constitution de 92. Qu'ils aillent avec le nombre d'articles qu'ils veulent. Amender. Avec le 47 amendements. Et que le gouvernement aussi vienne avec son test, ou le parti au pouvoir vienne avec son test, avec ses propositions. Et que les deux partis ensemble étudient les tests article par article, et qu'ils peut-être changent les formulations, et qu'ils maintenant trouvent un test consensuel. Le test consensuel maintenant va être soumis à ce référendum. Ou au référendum. Maintenant, il faut aller au référendum. Ah bon? Oui, parce que les deux partis, pour quelqu'un parle de majorité, quelqu'un parle de son peuple, tout ça. Mais le peuple, il faut qu'on ait consulté le peuple. Il faut que maintenant qu'on aille consulter ce peuple. Mais la C14 s'oppose à ce référendum. Ah bon, pourquoi il ne s'est pas opposé à l'élection présidentielle de 2015? Et c'est maintenant qu'il va s'opposer au référendum. Puisque chacun tire le peuple de son côté, on ne sait pas, on ne connaît pas encore le vrai peuple. J'ai lu quelque part ici, quelqu'un a parlé de vrai peuple, mais puisqu'on ne connaît pas le vrai peuple, donc qu'on trouve un test consensuel, et qu'on organise le référendum. Et que le peuple souverain se prononce définitivement sur cette question. Parce qu'on est fatigué d'entendre chaque fois le peuple, la majorité, tout ça. Non. Il faut maintenant que
qu'ils oublient, autour de la Constitution de 92, qui parle de modification et qu'ensemble, qui propose un texte, qui soumettent ce peuple-là, ce texte-là au référendum. Et maintenant, le pays va évoluer. Parce qu'à chaque fois, on ne peut pas se recroqueviller dans une chambre et maintenant décider de la vie de tous les Togolais et le pays ne peut pas avancer. Et Fimet Tekougbo Agbo, on apprend depuis hier donc, que les présidents des CELI sont déjà nommés. Et la machine électorale est toujours en marche. Oui, la machine, parce que non, c'est un État. Ce qu'ils oublient, c'est un État. Il y a un État qui fonctionne. Rien n'empêche pour le moment l'État de fonctionner. Nous ne sommes pas dans une crise institutionnelle. L'État doit fonctionner. L'État fonctionne. Non, quand on parle de l'État, c'est la légalité. Maintenant, je vais répondre de ceci. Écoutez, quand les gens disent que... Quand les gens disent que la CEDEAO, le sort de Fonya Singbe scellé avec la CEDEAO, vous savez, je vais vous donner 3-4 exemples. Rapidement. Très rapidement. Vous savez, l'affinité qu'il y a entre le régime et le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, vous savez, Nana Akufo-Addo va dire, enfin, si quitte le pouvoir, ce n'est pas possible. Vous savez l'affinité qu'il y a entre le président Kaboré du Burkina Faso, qui a une femme togolaise, avec Fonya Singbe, dont lui va dire, enfin, si quitte le pouvoir. Vous savez l'affinité qu'il y a maintenant entre le président Ouattara et Fonya Singbe. Il faut savoir que c'est une partie des soldats togolais qui assure la sécurité présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc vous savez, vous connaissez toutes ces affinités-là. Et vous croyez que ces chefs d'État vont venir dire à Fonya Singbe de quitter le pouvoir. Vous connaissez l'affinité. Est-ce que vous savez qu'il y a une certaine affinité entre Fonya Singbe et George Weah, l'actuel président libérien? Donc il va venir et puis il va dire, Fonya Singbe, il faut que tu dégages. Ceux-là qui ont suivi l'investiture de George Weah, quand Fonya Singbe est arrivé au stade, vous avez suivi l'émotion et toute l'ovation. On ne blague pas avec la diplomatie. Ne trompez pas les Togolais. Parce que moi, c'est ce qui m'embête un peu. Quand on va tromper les Togolais, les gens vont mourir gratuitement. Les gens vont être emprisonnés gratuitement. On ne va pas les assister. Et après, on vient encore, on s'empoche des sous. Et après, on vient encore vers ce peuple. C'est ça qui embête dans l'histoire. Moi, je ne voudrais pas qu'on touche à ce peuple-là. Ce peuple a tellement souffert. S'il faut sortir ce peuple de la misère, il faut maintenant que le gouvernement lutte contre l'impunité, qu'il mette en branle les projets sociaux, qu'on puisse développer le pays. Il faut qu'il y ait une certaine paix, qu'on puisse faire venir les investisseurs dans le pays, qu'on puisse créer de l'emploi et qu'on puisse investir dans l'éducation, qu'on puisse investir dans la santé pour que le pays puisse décoller. Si les gens veulent faire de la politique, qu'ils fassent la politique autrement, que pas une politique ou pour détruire les Togolais. Merci à vous, Fimet Tekougbo Agbo. C'est votre point, c'est votre analyse, c'est votre point de vue. Fimet Tekougbo Agbo, merci de toujours accepter être avec nous tous les vendredis. Ah, vous savez, c'est un honneur. Merci beaucoup. On dit Dieu merci. Merci à toute votre rédaction qui me fait confiance et qui m'ouvre ce micro pour que je vienne dire ce que je pense de l'actualité sociopolitique. Merci à vous et merci à votre équipe, à votre charmante dame qui s'apprête déjà à prendre le micro. Aïchatou Koulibaly, c'est ça? Oui. Aïchatou Koulibaly et à toute votre équipe rédactionnelle. Eh bien, vous attendez-vous donc à avoir plus de critiques tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Et ça, vous ne l'échapperez pas. Eh bien, merci à vous tous qui nous avez suivis ici sur la Super Radio Métropolis. Lomé, merci donc à toute l'équipe de la radio. Au micro, Liplingo Kadokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce.